Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de décapitation. Et comme je vous sens impatient, on va commencer tout de suite. Maître Isorni, notamment connu pour avoir été l'avocat du maréchal Pétain, a eu beaucoup de mal à défendre son client Alain de Bernardi de Sigoyer, qui à l'époque était soupçonné du meurtre de sa femme et qui était connu de la justice pour beaucoup d'autres faits mais qui n'avait jamais pu être prouvé. Cette fois-là, son avocat a rien pu faire et Alain était condamné à la guillotine. La nuit même de son exécution, Maître Isorni raconte qu'un fantôme au trait de Alain de Bernardi s'est présenté chez lui, a frappé à la porte, lui a prédit les pires choses avant de disparaître. Alors vous imaginez la frayeur qu'a pu avoir l'avocat en voyant débarquer le fantôme de son client en pleine nuit. Mais en fait, il a compris plus tard que c'était un acteur payé par Alain de Bernardi de son vivant pour se venger de son avocat qui n'avait pas été capable de lui sauver sa tête. Alors normalement, vous avez tous appris à l'école que le roi Henri II est mort au cours d'un tournoi. La lance de son adversaire est rentrée dans son casque et un éclat de la lance est rentré dans son œil. Le roi va agoniser comme ça plusieurs jours et évidemment les médecins vont tout tenter pour le sauver. Et parmi eux, il y a un médecin du roi, un certain Ambroise Paré. Ce que vous saviez peut-être pas, c'est que Ambroise Paré va demander à ce que 4 condamnés à mort soient exécutés plus tôt que prévu, de façon à récupérer leur tête, pour recréer les mêmes blessures sur leur visage et ainsi espérer mieux soigner le roi. Gengis Khan était très célèbre pour sa cruauté. Quand il envahissait une cité, il laissait aucun survivant et même les chats et les chiens étaient tués. Et pour être sûr de laisser aucun survivant, Gengis Khan laissait sur place quelques soldats avec quelques otages. Les soldats attendaient un petit peu, et puis ils envoyaient les otages dans les ruines en les forçant à crier que les troupes ennemies étaient parties. Et ceux qui avaient le malheur de le croire et qui sortaient de la cachette, se faisaient exécuter aussi. On raconte aussi que les morts étaient décapités pour être sûr à 100% que personne survivrait. Et comme si ça suffisait pas, après avoir pris la cité de Merv, Gengis va faire décapiter tous ses habitants et va faire des pyramides de têtes humaines à l'entrée de la cité. C'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais on estime à plusieurs dizaines de millions les morts qu'a fait Gengis Khan. Un cafard peut vivre plusieurs semaines après avoir été décapité. Et encore, s'il meurt, ça sera parce qu'il peut plus boire ni manger, sinon il continuerait à vivre. Principalement parce qu'un cafard n'a pas de pression artérielle, donc il n'y a pas de saignement important, pas d'hémorragie qui causera sa mort, contrairement à l'être humain. On entend souvent dire que Joseph Guillotin était l'inventeur de la guillotine. C'est complètement faux. La guillotine existait déjà au XVIe siècle et c'est l'éminent chirurgien Antoine Louis qui l'a en grande partie conçue telle qu'on la connaît aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, la guillotine, on l'a surnommée la Louisette ou la Louison. C'était une référence à Antoine Louis. Mais Joseph Guillotin a fait en sorte que la guillotine soit l'unique moyen d'exécution. Il voulait que la méthode d'exécution soit la même pour tout le monde et qu'elle crée le moins de douleur possible. C'est pour ça que la guillotine a hérité de son nom, même si Guillotin détestait voir son nom associé à cette invention. D'ailleurs, c'est assez ironique, mais il faut savoir que Louis XVI lui-même avait conseillé au concepteur de la guillotine de mettre une lame en biseau pour plus d'efficacité. Et effectivement, c'était plus efficace. Donc si la lame a cette forme-là, c'est grâce au roi qui va se faire guillotiner 11 mois plus tard. On entend aussi dire que Guillotin a fini guillotiné. Là encore, c'est complètement faux. Il y a bien un certain Guillotin qui est mort guillotiné, mais il n'avait aucun lien de parenté avec Joseph Guillotin. Joseph Guillotin, lui, il est mort à 75 ans de sa belle mort. Si je vous dis Stortbaker, les amateurs de bière penseront à une marque de bière. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que cette bière tire son nom d'un célèbre pirate du XIVe siècle. Et ce pirate, ainsi que ses 73 compagnons, ont été capturés à Hambourg en 1401. Alors Stortbaker savait qu'ils allaient tous mourir, donc il a voulu passer un marché avec le maire de la ville. Il a demandé à ce que tous ses compagnons soient mis en file indienne et qu'une fois sa propre tête coupée, le maire relâche autant de ses compagnons que son corps sans tête arriverait à dépasser en marchant. Le maire a accepté, Stortbaker a été décapité et immédiatement après, son corps s'est relevé et s'est mis à marcher. Et il a dépassé 11 compagnons avant que son corps soit stoppé par le bourreau lui-même. Mais bon, le maire n'a pas tenu parole et ils ont tous été exécutés malgré tout. Des membres du Sénat ont alors demandé au bourreau s'il n'était pas fatigué d'avoir décapité 74 personnes dans la journée. Et le bourreau a voulu faire un petit trait d'humour en disant que non, il n'était pas fatigué et qu'il pourrait même décapiter tous les membres du Sénat s'il voulait. Alors faut croire que ça les a pas trop fait rire parce que le bourreau a été condamné à mort et c'est le plus jeune membre du Sénat qui l'a exécuté lui-même. Bon alors, inutile de vous préciser que cette histoire tient probablement plus de la légende que du fait strictement historique. Mais bon, c'est écrit dans certains livres de l'histoire de l'époque, donc je voulais vous en parler quand même. En 1864, le docteur Edmond Désiré Couty est condamné à mort et il s'apprête à monter à l'échafaud pour le meurtre de sa maîtresse. Et la légende raconte que le très célèbre chirurgien Alfred Velpeau lui rend visite en prison et lui demande de l'aider dans ses recherches sur la mémoire. Il lui demande de faire un clin d'œil une fois que sa tête aura été coupée. Le docteur accepte,
L'exécution a lieu, mais pas de clin d'œil. Alors je tiens à dire que cette histoire est très controversée, c'est assez difficile de connaître le vrai du faux. Donc c'est à prendre avec d'énormes pincettes, mais je tenais quand même à vous en parler parce que vrai ou fausse, cette anecdote a marqué les foules à l'époque et elle a aidé à façonner l'image qu'on se fait aujourd'hui du célèbre Alfred Velpo. Eugène Weidmann, 31 ans, est accusé du meurtre de 6 personnes et on le surnomme le tueur au regard de velours. Il va être condamné à mort et guillotiné le 17 juin 1939. Il s'agit de l'exécution publique dont on a le plus de photos et il existe également un film de l'exécution. La presse de l'époque raconte que les femmes hystériques se battaient pour tremper leur mouchoir dans le sang du condamné à mort. Alors a priori c'est complètement faux selon les témoins de l'époque et notamment Christopher Lee, que vous connaissez pour son rôle dans Dracula ou dans Star Wars, qui avait 17 ans à l'époque et qui assistait à la scène. Mais à l'époque, beaucoup de personnes y croient et Édouard Daladier, président du conseil, va demander à ce qu'à présent les exécutions se passent à huis clos. Il s'agit donc de la dernière exécution publique en France et Dracula était dans la foule.